Bon, nous sommes de retour. Maintenant, c'est le tour à Enrique Rodríguez Larreta, un professeur uruguayen, anthropologue, historien. Il a travaillé notamment en Chine, surtout à la East China Normal University de Shanghai. Et il a travaillé aussi avec la relation entre la politique de la mémoire et l'art sur le thème des disparus et torturés en Amérique latine. Voilà, donc je laisse la parole au professeur Rodríguez Larreta. Oui, merci bien pour l'invitation, spécialement en Cheng, que je ne l'ai pas vu pendant beaucoup d'années. La dernière fois, c'était à Rio de Janeiro, 10 années. Et après nous nous séparons pour la question de la peste, que c'est terrible. Et c'est réellement une tragédie dans le monde. Et tout le monde s'est isolé. J'ai travaillé en Chine, en Shanghai, pendant quelques années. Rester au Brésil, etc. Ça, c'est le premier point. Aujourd'hui, je travaille dans l'histoire intellectuelle globale à la Huangdong Daxue, East China Normal University. Et part de cette recherche est en connexion avec mon recherche à Shanghai. La question de la présentation, c'est sur les Borges et les sinologues. Dans le programme, dit que la connexion avec Arthur Waley et Timothy Richards, c'est à la centre de mon présentation. Mais en réalité, je travaille la question de la traduction. La question qui ne m'intéresse pas, c'est comme Borges lit en dépend de quelques sinologues. Il ne connaît pas le chinois, naturellement, il dépend des traductions. Et qu'est-ce qui se passe avec les traductions? Ça, c'est spécialement important parce que Borges, c'est un littérateur, basiquement. Je crois qu'il n'est pas un philosophe. Il est une personne très informée sur la philosophie, mais je crois que c'est un écrivain, principalement. Et pour ça, la question pour Borges, c'est la traduction à la représentation des textes. Je crois que ça, c'est le problème principal. Ce n'est pas la part philosophique, une originalité de Borges. Il vient de Schopenhauer, centralement, le monde comme représentation. C'est la discussion de Schopenhauer que Borges a dit beaucoup de fois que pour ça, il a un philosophe et c'est Schopenhauer. Et dans le texte, je discute autres philosophes très importants pour Borges, Zhuangzi, est important naturellement, mais aussi Fritz Mautner. C'est un grand linguiste viennois que son œuvre c'est très important pour Borges et je crois que la connexion c'est tout à fait décisive. Parce que Fritz Mautner, c'est la première personne, je crois, dans l'Europe, dans les années 20, qui, dans son dictionnaire philosophique, il a un texte sur le Tao. Il discute ce texte. Et il dit que la critique de la langue des philosophes viennois, lui, mais aussi Wittgenstein en autre sens, sont très similaires dans la critique de la langue de Zhuangzi et les taoïstes. Ça, c'est la base de la présentation. Je discute ce problème en 7 parts et j'ai fini avec, naturellement, dans le Collège de France, avec Michel Foucault. Et je présente l'argument ici que l'idée de l'invention de l'encyclopédie chinoise pour Michel Foucault.
Mon argument, c'est que c'est Michel Foucault qui a développé l'idée de la encyclopédie chinoise, et réellement, ça, c'est très peu à faire avec la pensée de Borges. Mais ça, c'est une discussion pour le final. J'ai lu les textes de Borges en espagnol, et vous pouvez lire après la traducción du francés. Cuando escribió El Guardián de los Libros, o cuando escribí El Guardián de los Libros, quise ser Xiang. ¿Qué me impide soñar que alguna vez descifré la sabiduría y dibujé con aplicación los símbolos? Mi nombre es Xiang. Soy el que custodia los libros, que acaso son los últimos, porque nada sabemos del imperio y del Hijo del Cielo. Ahí están los altos anaqueles, cercanos y lejanos a un tiempo, secretos y visibles como los astros. Allí están los jardines, los templos. Traté entonces de ser tan chino como un aplicado estudiante de Arthur Waley debería ser. Ça écrit Borges. Y je crois qu'ici, c'est l'idée centrale de Borges, c'est l'identité entre l'écriture et la lecture. Ça, c'est le problème central de Borges comme philosophe, et ça emparente ou connecte Borges avec la philosophie de Jacques Derrida, que justement, il y a quelques discussions sur ça avec Borges. Ça, c'est la première question à voir. Bon, la première question, c'est le voyage de la famille Borges à la recherche de l'Europe perdue. C'est très intéressant le fait que Borges et sa famille partent pour la Chine, pour l'Europe, exactement dans le moment que commence la Première Guerre mondiale. Et Borges écrit sur quand elle se rappelle de Genève, l'histoire de todas las ciudades del planeta, de las patrias diversas y íntimas que un hombre busca y medita en el curso de sus viajes, Ginebra me parece la más propicia a la alegría. A partir de 1914, yo le debo la revelación del francés, del latín, del alemán, del expresionismo, de Schopenhauer, de la doctrina de Buda, del taoísmo, de Conrad, del Afcadio Hearn y de la nostalgia de Buenos Aires. También aquella del amor, aquella de la amistad, aquella de la humillación y la tentación del suicidio. Esa es la síntesis que escribe Borges en los años 80 sobre su recuerdo de Europa. Los Borges sont arrivés en Europe au début de la Première Guerre mondiale à la recherche des splendeurs de la Belle Époque. Ils ont été entourés de batailles dans les tranchées, de la fermeture des frontières et de bombes de gaz moutarde. L'atmosphère culturelle dense et dépressive, l'esprit du temps de la crise imprègnent les premières lectures de Borges, le pessimisme existentiel de Schopenhauer, la Sprachkritik de Fritz Mauthner, la relativización nietzscheenne de la morale, l'enfer représenté por Henri Barbusse, préfigurant Céline et Sartre. Martin Buber a ensuite examiné les affinités entre le taoïsme et sa forme particulière d'existentialisme. C'est un livre que l'écrivain argentin connaît. Ça, c'est l'atmosphère intellectuelle de l'Europe à ce moment. C'est un point, je crois, fondamental parce que Borges apprend à l'Europe la crise de la conscience européenne
qui commence dans la Première Guerre mondiale. Et la situation qui fait possible l'entrée de la pensée chinoise, c'est exactement ça. C'est le contexte de réception de la Première Guerre mondiale qui introduit l'Orient comme un problème. Ce n'est pas un problème à l'Argentine. Et dans ce sens, vous pouvez dire que Borges, c'est un écrivain argentin et ce n'est pas un écrivain argentin. Et aussi, c'est très intéressant, pendant mon cours en Chine, que les Chinois, ils voient Borges comme un écrivain argentin. C'est un écrivain universel qui parle de différentes choses, pas un écrivain latino-américain. Pas argentin, latino-américain, c'est assez plus complexe que argentin, non? Je crois que ça, c'est un point fondamental, parce que c'est dans ce moment que Borges apprend sa connaissance de la Chine. Lit Zhuangzi, lui lit Bouddha through Schopenhauer. Schopenhauer, c'est un bouddhiste à sa manière, c'est un bouddhiste. Et spécialement, je destaque ici la présence de Fritz Mauner. Fritz Mauner, c'est un écrivain très important en relation avec Borges. Il a ici, en France, Jacques Derrida, le spécialiste dans la modernité viennoise, qu'il a écrit des livres très intéressants sur Fritz Mauner. Il a discuté son œuvre. C'est intéressant que l'œuvre de Fritz Mauner n'est traduite en espagnol. Il n'a pas de dictionnaire, ce n'est pas en espagnol. Borges l'étudiait pendant beaucoup d'années avec Bioy Casares. Ici, je présente la connexion. Las entrées du dictionnaire de Mauner formaient une collection de ses savants. Je crois que ça, c'est un point important. Parce que Borges a toujours été un grand lecteur d'encyclopédies, il n'a jamais cessé de remettre en question l'ordre illusoire induit par l'ordre alphabétique de l'information. C'est un thème central de son essai fiction The Analytical Language de John Wilkins. En fait, l'écrivain argentin a été un des créateurs du essai fiction, une innovation littéraire qui sera l'une des marques de son travail. Ça, je crois que c'est une question très importante aussi. Vous savez, nous n'avons pas beaucoup d'exemples d'innovation. Un exemple d'innovation littéraire, c'est Baudelaire, par exemple, les poèmes en prose. Ce n'est pas poème en prose avant Baudelaire. C'est une discussion que Antoine Compagnon présente d'une forme très intéressante. Il n'a pas de monologue intérieur avant Joyce, où il a seulement des traces. Et il n'a pas d'essai-fiction avant Borges. L'idée de l'essai-fiction vient de Thomas Carlyle, le fameux bouquin Sartor Resartus, un bouquin très important pour Borges, et aussi de Thomas de Quincey. C'est l'idée de produire une fiction sur la forme d'un essai. Les premiers textes de Borges sont présentés dans le cahier Sur, la revue Sur. Et c'est intéressant que Sur ne publiait pas fiction. Il prenait les essais comme essais. Et je crois que ça, c'est un point très important pour comprendre la technique de Borges. Borges dit qu'il est très paresseux pour écrire livres. Il invente références qui n'existent pas. Par exemple, l'encyclopédie chinoise. C'est une invention. Dans le cas de l'encyclopédie chinoise, c'est plus qu'une invention, c'est une boutade. Directement, c'est une boutade. C'est une des peu cas dans l'histoire de la philosophie qu'une boutade se transforme en un argument philosophique. Nous verrons après ça
Mais ici, in Maudner, vous pouvez voir déjà en el idioma de los argentinos l'idée del idioma analytique de John Wilkins, que c'est une chose que Maudner discute, parce que Borges pas lit John Wilkins, lit l'entrée du dictionnaire de Borges, de Fritz Maudner, ça la référence. Et les problèmes principaux pour Borges, ce n'est pas le contenu. Il y a beaucoup d'exemples dans les textes. C'est la question de la clasification, c'est la question de l'ordre, la lettre. Ce paragraphe, peut-être, c'est l'origine du langage analytique de John Wilkins, qu'il publia près de 25 ans plus tard. Le rêve du papillon. Sur le rêve du papillon, Stéphane a parlé beaucoup. Je prends seulement quelques aspects de la question, mais je peux dire que j'ai fait une étude incomplète sur la réception de la question du papillon dans l'histoire de la littérature chinoise, que je crois que c'est un sujet intéressant. Apparemment, l'idée du papillon commence après la crise de la dynastie Han, et il a beaucoup de transformations, il a beaucoup d'histoire sur le papillon, ¿no? Porque le papillon représente le bonheur, l'amour, il a beaucoup d'histoires adaptées de l'idée du papillon. Mais ça vient après. Et Borges Borges connaît la traduction de Martin Buber sur Johansi, mais l'idée de Borges, c'est prendre un style très concis. Borges, c'est une caractéristique de la littérature de Borges, la concision, donner à l'imagination sa place. Et Borges prend l'idée de la concisión de la literatura anglaise. No por casualidad, Borges es un gran lector de la literatura anglaise. Y en relación avec la Chine, Arthur Waley es un autor fundamental, porque Arthur Waley es un modernista, como Ezra Pound, y el estilo de traducción de Arthur Waley es un estilo, je peux dire, avec d'exagération un peu anglais. Il prend la concision, la phrase courte, et par exemple, sur la littérature japonaise, des étudiants japonais disent, il y a quelques témoins, qu'ils préfèrent lire la traduction anglaise d'Arthur Waley que la traduction de Murasaki japonaise, parce que c'est mieux, c'est plus élégant. Et ce problème de l'élégance, c'est très important pour la ponte entre l'Occident, spécialement l'Occident anglais, et la Chine à travers d'Arthur Waley. Arthur Waley, c'est un auteur fondamental comme traducteur. Ça, c'est une poésie que Arthur Waley envoyait à Bertrand Russell quand Bertrand Russell est en prison pendant la Première Guerre mondiale. Il est en prison et Arthur Waley, qui a commencé à ce moment à écrire, lui envoyait ça. Je prends ce texte de Borges sur le papillon parce que je crois que ce texte présente une idée très importante, pas beaucoup soulignée dans la discussion de Johansi ici. C'est la question de la dimension poétique. C'est-à-dire, pour Borges, ce n'est pas une question mineure que le papillon, c'est le papillon et ce n'est pas l'éléphant. Le papillon, il a une signification spéciale.
il le discute du point de vue poétique, parce que le papillon, c'est notre vie. Et aussi, ça c'est une discussion pour les spécialistes, mais le papillon, c'est le symbole de psyché. C'est dans l'ancien grec et romain, dans le monde romain, le papillon, c'est le symbole de l'âme. L'âme, c'est le papillon. Et je crois que ça, c'est une question que c'est très attractive et intéressante pour discuter. Mais dans le cas de Borges, il présente ça. Le papillon comme la fragilité, le papillon comme la insécurité de notre vie. Ici, nous avons les références de la poésie de l'autre page. Ça, c'est cette poésie, ici. Il a les commentaires de Bertrand Russell. Sent me a translated poem that he had not yet published called Red Cockatoo by Beaujolais. C'était de l'autobiographie de Bertrand Russell. Arthur Waley, polyglotte, non conformiste, esthète, appartenait à ce cercle de Bloomsbury. Et ça, c'est important dans son œuvre. Naturellement, la traduction de Herbert Giles et de son fils et de James Legge continue à être lue en anglais. Mais la version d'Arthur Waley dominait, après les années 30, la sinologie chinoise en anglais. Parce que aussi Arthur Waley c'est une personne de grande culture et il s'est très informé sur la sinologie française. Par exemple, il a fait la traduction des écrits posthumes de Henri Maspero en anglais, comme hommage à Maspero pour il est mort à Buchenwald. Arthur Waley fait la traduction et il est très connecté avec l'anthropologie française aussi. Il connaît très bien la sociologie, l'anthropologie française de Marcel Granet et toute cette littérature. Et ça, c'était aussi une dimension intéressante de son œuvre. Borges discute plus Arthur Waley à écrivain. Il ne prenait pas beaucoup la question du ritualisme que Arthur Waley discute dans son livre. Son livre sur The Three Ways of Thought in the Ancient China is still now a very important book. For example, Elias Canetti, il écrit que le livre de Waley, c'est un des meilleurs livres qu'il a lu en toute sa vie. Ça, pour la personne comme Elias Canetti, qui lit beaucoup, ça, c'est un commentaire important. Ici aussi, j'aime Sarah Allen, dans une traduction récente de Confucio, commente Arthur Waley et Jonathan Spence, naturellement, c'est l'étudiant d'Arthur Waley quand il commence sa carrière, Angus Graham, Joseph Needham. Tous les sinologues éminents réfèrent à Arthur Waley à sa grande contribution à la traduction chinoise, de la culture chinoise. Naturellement, comme toute traduction, passe. Et aussi, nous pouvons dire peut-être que le modernisme littéraire d'Arthur Waley s'est passé, mais possiblement il y a des autres traductions possibles. Comme, par exemple, aujourd'hui, quelques sinologues influencés par la religion, par exemple, Norman Girardot, il a écrit un livre, une biographie de James Legge, et il dit que les missionnaires
ses contributions aussi. Le texte, ce n'est pas très joli, mais l'exactitude de traduction, c'est intéressante dans quelques aspects. C'est la même chose c'est le cas aussi de la conquête du Mexique. Dans les missionnaires espagnols, sans descriptions, ils sont très détaillés. Et son travail, c'est intéressant. Ici, j'ai la comparaison entre Arthur Waley et Timothy Richards, parce que c'est important de rappeler que quand, dans son commentaire de Monkey, en Argentina, Borges nomme aussi Timothy Richards. Et Borges dit que la traduction de Timothy Richards, ce n'est pas très bon comme la traduction de Arthur Waley. Mais, du point de vue de la sélection des textes, Timothy Richards peut-être c'est plus intéressant. Pourquoi? Parce que Timothy Richards exagérait la question de l'allégorie. Nous pouvons appeler, pour comprendre la traduction de Timothy Richards, qui est un missionnaire très connu, très fameux à Shanghai, nous pouvons dire que utiliser le concept de Eric Auerbach, le concept de figura, que Auerbach l'utilise pour discuter la Bible. L'idée que le Nouveau Testament c'est déjà contenu dans l'Ancien Testament. C'est une allégorie. Le Nouveau Testament, c'est une allégorie d'une histoire qui est déjà fait raconter. Et Timothy Richards prend la même idée, parce que Timothy Richards veut montrer que l'idée que la civilisation chinoise, que la culture chinoise, c'est une civilisation très riche. Et déjà est part de la révélation chrétienne. C'est pour ça que les livres du Monkey discutent beaucoup les conquêtes techniques des Chinois, par exemple le télescope. C'est une lecture totalement fantastique, mais c'est très intéressant comme discussion du texte. Les livres la traduction d'Arthur Waley, c'est différent, parce que Arthur Waley publie son livre en 1939, dans le moment de la guerre. Et peut-être qu'il a pensé le livre comme un livre d'aventures. Et ça, in a sense, for children or young people, pour affirmer l'optimisme, la guerre, et ce type de choses. Probablement, c'est ça. Ici, c'est intéressant que Duncan Grant is a painter, a very famous painter, ami de Virginia Woolf et de Keynes, fait las illustrations de la version anglaise de Monkey. J'ai ici fait mon commentaire, c'est une version allégorique plus radicale. Et c'est intéressant aussi que Bioy Casares, par exemple, quand elle cite Monkey, elle ne cite pas le titre Monkey, elle cite le titre de Timothy Richards, Mission to the Heaven. So it's del deux. Et je prenais de Six version, another traduction, que je crois que c'est très importante. C'est la Pierre Menard et Lin Shu. Lin Shu, c'est un grand traducteur. Je veux dire que c'est peut-être une des grandes introducteurs de la littérature européenne à la Chine.
Et j'écris, c'est une idée pour discuter beaucoup, que Lin-Shu, c'est une espèce de Pierre Menard. Parce que Arthur Wallis présente la figure de Pierre Menard, de Lin-Shu. Il fait de grands éloges de Lin-Shu. Il dit que, par exemple, que Dickens, traduit pour Lin-Shu, c'est mieux que le Dickens original. Parce que Dickens parle beaucoup, il a beaucoup d'expressions, et Lin-Shu réduit ça, il présente le livre. L'année dernière, ces 2 années, Alicia Relinque, c'est une excellente traducteur, professeur de chinois, traduit Don Quijote, retraduit le Quijote de Lin-Shu. Il a écrit une très belle introduction. Il montre, par exemple, comment Lin-Shu lit Don Quijote. Par exemple, le rapprochement entre Don Quijote et Sancho Panza, Lin-Shu le lit très généreusement, comme une relation maître-disciple confucienne. Il fait une lecture très confucienne de quelque part de Don Quijote. Et ça, c'est une chose que Borges commente beaucoup sur la littérature chinoise et aussi sur la littérature japonaise, que c'est l'expression, ce type de littérature, c'est l'expression de sociétés plus civilisées que la civilisation européenne. Enrique, je vous interromps 2 minutes pour dire que c'est encore plus intéressant cette histoire, parce que le traducteur ne lisait pas l'espagnol. Oui, ça c'est le cas. Et c'est son ami avec des traducteurs. Qui lui raconte l'histoire. Oui. C'est pas qu'il la traduit. Non, il la raconte. Oui. Il avait en chinois et qui maintenant naturellement. Il a traduit plus de 160 livres. Et le plus fameux, c'est le cabinet d'Uncle Tom, que c'est un classique. C'est un livre qu'à Shanghai produit un best-seller. C'est extraordinaire. Et aussi la question de l'esclaverie, ça, le cabinet d'Uncle Tom, c'est une référence globale sur l'histoire de l'esclaverie. Parce que, apparemment, ce livre transforme les relations entre le noir et le blanche. C'est très important. Et en Chine, se lit en relation avec la situation chinoise à ce moment. Ça, c'est très important. Il a utilisé 16 traducteurs, je crois. Je crois que c'est une brève histoire. C'est plus pour un extense livre, parce que c'est une histoire extraordinaire. Aussi pour discuter la question de l'oralité, que Derrida discute beaucoup avec Lévi-Strauss. C'est une discussion dans la grammatologie, que l'oralité, c'est déjà de l'écriture, en un sens. Ça, c'est une chose pour penser. Bon, ça, c'est la dernière partie de mon présentation. C'est Michel Foucault, inventeur de l'encyclopédie chinoise de Borges. Parmi les utilisations philosophiques de Jorge Luis Borges, la plus célèbre est probablement la version de Michel Foucault dans le préface de Le Monde et les Choses, le livre qui l'a placé au centre du débat parisien, à Borges. De toute évidence, il s'agit d'une intervention philosophique et non d'une représentation de la culture chinoise. Strictement parlant, l'encyclopédie chinoise de Borges de Foucault a peu ou rien à voir avec la Chine. Il s'agit essentiellement d'un projectile lancé sur Jean-Paul Sartre et su critique de la raison dialectique. Ça, c'est la première observation. Dans l'intervention de son livre manifeste Le Monde et les Choses, Sartre est très présent, mais implicitement,
le cadre, entre parenthèses, de la dialectique historique a été inspiré pour l'artifice littéraire des taxonomies borgiennes. Ainsi, le nom Borges a émergé pour son bien parmi les lumières et les ombres de la France byzantine. Inutile de dire que les philosophes ont une licence professionnelle pour l'exercice de l'imagination. Ce serait évidemment de la pédanterie d'exiger de Kant une lecture correcte de Confucius, ou de Heidegger l'exactitude philologique dans l'interprétation de certains mots grecs. Cela a été bien compris pour Borges, qui, comme l'a écrit son ami Adolfo Bioy Casares, a remarqué très tôt las posibilidades littéraires de la métaphysique. Il est curieux que le livre de Foucault, parfois célèbre comme le précurseur d'un tournant spatial dans les sciences humaines, ait été présenté au nom de l'encyclopédie chinoise de Borges, parce que Borges, comme on le sait, privilège le temps à l'espace. Je pense qu'Henri Bergson a dit, ça c'est une citation de Borges, je pense qu'Henri Bergson a dit que le temps était le problème capital de la métaphysique. Si ce problème avait été résolu, tout aurait été résolu. Heureusement, je crois qu'il n'a aucun danger à le résoudre. C'est-à-dire que nous resterons toujours anxieux. Nous pouvons toujours dire, comme Saint Augustin, qu'est-ce que c'est le temps? Si vous ne me le demandez pas, je le sais. Si vous me demandez, je ne sais pas. Ça, c'est la référence de Borges ici. Jiang Zhongxu, un des premiers lecteurs de Borges en Chine, la femme de Jiang Zhongxu, c'est un très important intellectuel, il a fait la traduction de Don Quijote en chinois. Ce n'est pas Lin Shu, c'est une autre version directe. L'un des premiers lecteurs de Borges en Chine établit dans son essai Poésie chinoise et peinture chinoise des similitudes entre les idées de Borges dans Kafka et ses précurseurs et la notion de préfiguration rétroactive de Henri Bergson. Jiang Zhongxu a habité à l'Europe et connaît bien le français, c'est une référence de lui. La préfiguration rétroactive de Henri Bergson dans la pensée et le mouvement. C'est le passé utilisable. C'est une ancienne expression de la critique littéraire Van Wyck Brooks, que c'est tout à fait actuel dans la Chine aujourd'hui. L'idée de que faire avec la tradition, que faire avec le passé. Dans le projet critique de l'historicisme de Sartre, Michel Foucault a proposé de remplacer l'utopie marxiste sartréenne par sa dimension temporelle hegelienne ou judéo-chrétienne, Karl Lewis, par le tournant spatial qu'il appelle hétérotopie. Au lieu de la révolution annoncée pour Sartre, la transgression proclamée pour Georges Bataille se sujette plus que les élégants artifices rhétoriques situés dans le préambule de son étude d'encyclopédie chinoise, La Ménine de Velázquez, Don Quijote, ont été les principaux fondements philosophiques de son archéologie des savoirs. Il les a présentés en une série d'essais publiés par la revue Critique à l'époque. J'ai fait la référence à Sartre, préoccupé pour autres questions à cette époque, n'a jamais répondu à la controverse au-delà de quelques commentaires très brefs dans des interviews. Mais ça, c'est la question de l'encyclopédie chinoise dans le cas de Michel Foucault. Je crois que c'est une chose pas discutée, et spécialement dans les États-Unis. La question de l'hétérotopie s'est placée comme part d'une industrie culturelle et la référence à Borges est permanente. Et ce n'est pas mal de mon point de vue, mais je crois que d'un point de vue intellectuel, c'est un problème. Et j'ai fini avec un commentaire sur ce problème. La Chine, ce n'est pas un espace. La Chine, c'est une histoire. Et c'est, en tout cas, un espace historicisé.
Et ça, c'est la chose que, dans le commentaire de Foucault, disparaît. Pour la question, c'est la hétérotopie, c'est la question de l'espace. La Chine comme espace, il invente quelques paroles pour définir ça un peu à la chinoiserie. Mais la question fondamentale, c'est que la Chine, c'est une histoire. Et si vous voulez penser aujourd'hui un écrivain qui a utilisé l'idée de l'espace culturel chinois, ce n'est pas précisément M. Foucault, c'est Samuel Huntington. La discussion de la Chine d'un point de vue géopolitique, parce que la géopolitique, c'est exactement la science de l'espace. Et cette idée de l'espace civilisatoire, paradoxalement, s'est appropriée en Chine, et nous avons l'idée de la civilisation chinoise, et nous avons aussi à la Russie l'idée de la civilisation russe. Ils sont dérivations du best-seller présenté pour Samuel Huntington, que les intellectuels chinois et russes, ils ont pris l'idée de civilisation comme un espace historique millénaire, tout ça, et discutent quelques questions. Ce n'est pas la seule opinion sur cette chose. Il y a beaucoup de gens qui travaillent en Chine, il y a des autres idées, mais c'est une position un peu officielle. Si vous lisez, par exemple, j'ai des invitations pour beaucoup de conférences à la Russie. L'invitation, c'est pour discuter la civilisation quelquefois. Bon, c'est fini ici, j'ai là quelques points pour réflexion. Merci bien.